Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement et je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, j'espère que vous avez la forme, que vous avez la pêche. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine dernière, un bon début de semaine. On est mercredi 10h et c'est parti pour l'épisode du jour. Déjà, le petit info perso les amis, le chantier a déjà bien commencé, ça fait plaisir. Bon, comme tout chantier se respecte, quelques surprises bien sûr. Mais là, on est tombé sur des surprises un peu plus marrantes, on va dire. J'ai mon artisan qui m'appelle. Attends, il m'appelait quand? Il m'a appelé dimanche. Non, lundi. Avant-hier. Il m'a appelé lundi pour me dire écoute, il faut que je te montre un truc. T'es dispo en visio, s'il te plaît? J'ai dit, oh putain, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, on se prend en visio. Et en fait, ils sont en train de démonter les salles de bain. Et il me dit, mais tu vas voir, j'ai vu un truc qui jamais, ça m'est jamais arrivé. Il commence à retirer au niveau du sol. En fait, à la base, il y avait une sorte de lino. Enfin, c'était même pas une sorte, il y avait du lino. Et c'est vrai qu'il y avait une petite marche, tu vois, pour rentrer dans la salle de bain. Il y avait une petite marche, mais vraiment légère de quelques centimètres. Et j'ai pas vraiment regardé, tu vois. Et en fait, moi je lui ai dit, tu me retires tout, tu me fais un beau truc, on pose du parquet, etc. etc. Du coup, automatiquement, il faut démonter le sol. Et en fait, quand il démonte le sol, il y avait le plancher, du lino, un BA13 hydrophobe et du lino au-dessus. Franchement, j'aurais vraiment tout vu dans les chantiers, c'est dingue. Je sais pas, quelle bêtise pour foutre des plaques de BA13 hydro par terre. Putain, en plus maintenant ça vaut de l'or, hein. Donc à voir s'il est pas trop abîmé, on va le revendre. Bah, c'est une bague. Mais franchement, dans les chantiers, il y a des surprises. À chaque fois, c'est phénoménal. Bon, sinon, les travaux, ça va, ça avance bien. Là, ils sont vraiment en train de faire vraiment tout ce qui est démolition. Ils sont également en train de casser des murs en bas pour ouvrir l'espace, parce que c'était un espace qui était assez confiné, beaucoup de cloisons. Et je lui ai demandé de démonter les cloisons et sur une cloison, de me faire une ouverture pour mettre une belle verrière. Bref, franchement, ça va être pas mal et j'ai hâte de mettre en location. Surtout que là, j'ai ressondé encore une fois le marché et franchement, normalement, je vais tout cartonner. Il y a très peu de biens. Alors là, c'est une grande maison, hein. C'est une grande maison. On est sur du 4 chambres, 4 vraies chambres bien spacieuses de minimum 13 mètres carrés. Donc, normalement, ça va très très bien se louer. Je compte louer ça dans les 750-800 balles. En sachant en plus que donc l'achat de cette maison, composé de deux lots, m'est revenu à 85 000. Franchement, on va faire une très très bonne affaire. Ça va être vraiment plutôt pas mal. Pour l'instant, on est encore on est encore dans les travaux, mais ça va pas tarder. Je vous tiendrai informé, les amis. Sinon, du coup, toutes mes opérations se sont concrétisées positivement. Donc, je suis de nouveau en pleine recherche de biens. Cette fois-ci, pas tout seul avec mon associé. J'ai déjà trouvé des choses sympas. J'ai retrouvé des choses qui étaient même sous compromis et qui se retrouvent sur le marché, comme quoi que on a beau dire oui, tout va bien, etc., etc., c'est pas totalement vrai, hein. Il y a de plus en plus de refus de prêt, notamment beaucoup de choses qui sont signées, qui sont passées sous compromis et qui retournent à la vente. Et c'est notamment le cas sur un des biens sur lequel j'ai voulu me positionner et mon offre n'était pas passée. Donc là, ce matin, j'ai vu ça, c'est retombé sur le marché. On va voir, hein, peut-être que en refaisant la même offre, il y a peut-être moyen que ça passe en sachant que niveau bancaire, normalement, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il faut que je trouve un créneau pour remonter, pour aller visiter tout ça. Mais sinon, à part ça, les amis, il fait super beau. Ça fait franchement, ça fait vraiment, vraiment du bien.
Ça faisait longtemps que le soleil n'avait pas tapé comme ça et je sais pas si pour vous c'est la même, mais pour moi le soleil c'est vraiment la vie, ça me rebooste au max et ça me redonne la pêche, tu vois, quand il fait un peu gris, il pleut, t'as pas trop le moral, tu vois. Mais avec le soleil, putain, ça te rebooste. Bon, à part ça, les amis, on va passer tout de suite aux questions de la semaine. Question de Steven. Steven, bonjour Anthony, c'est la première fois que je t'écris. Je voulais te remercier pour le podcast. J'apprends énormément de choses à travers tes épisodes, des choses que je ne connaissais pas. J'en profite aussi pour te féliciter pour ta fille. Bah écoute, bonjour Steven, je te remercie vraiment, hein, c'est très gentil. Merci pour la petite pensée pour ma fille, ça lui fera également plaisir. Alors, question, dis-moi, je suis surpris car j'achète un terrain à 12 000 € et le notaire me facture 2 100 €, soit à peu près 18% du prix. Je suis un peu surpris. Est-ce que c'est normal pour un terrain nu? Merci. Dans tous les cas, je te dis à bientôt sur tes podcasts. Alors, Steven, malheureusement pour toi, ouais, c'est normal. C'est normal, en fait, c'est un barème fixe, entre guillemets. Euh, Parce qu'en fait, plus le prix d'achat est bas et plus les frais de notaire proportionnellement, vont être élevés par rapport au prix du bien. C'est-à-dire que bah là, tu achètes pour 12 000 €, 2 100 €, c'est pas déconnant. A contrario, en fait, si tu achètes pour 100 000, on est aux alentours de 8 000. Donc, si tu compares, effectivement, c'est pas très juste, mais malheureusement, le système est fait comme ça. Donc, 12 100 €, franchement, ça me paraît convenable. Je pense qu'on doit être. J'avais déjà acheté un. Ouais, j'étais dans les 2 300, je pense. Bref, on est dans les prix. Donc, je pense pas que ton notaire essaie de t'arnaquer. De toute façon, tu sais, les professions notariales, c'est réglementé, hein, ils font pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc, si tu as proposé 2100, c'est que c'est 2100. Voilà, deuxième question. Bonjour, je viens de recevoir un préavis d'un locataire. Elle a un préavis de 3 mois. Je cherche un nouveau locataire et je souhaite le faire rentrer dès le mois prochain. Étant donné le préavis de 3 mois, est-ce que l'ancienne locataire doit refaire une lettre me permettant de disposer du logement avant le délai imparti ou seule la lettre de résiliation du bail suffit? Je te remercie d'avance. Euh, alors, dans ton cas, je vois deux réponses. La première réponse, c'est si ton locataire reste dans les lieux, tu devras attendre les 3 mois effectifs avant de placer un autre locataire. C'est simple, c'est préavis de 3 mois. Si la personne part au dernier jour de son préavis, malheureusement, tu devras faire attendre l'entrée effective du nouveau locataire uniquement après les 3 mois. Maintenant, si ton locataire est OK pour quitter les lieux avant les 3 mois, généralement, hein, franchement, je vais mettre des parenthèses, mais généralement, c'est ce qui se passe. Ton locataire donne te préavis, c'est soit il a déjà trouvé quelque chose, soit il a envie de partir au plus vite, etc. Donc, si ton locataire est OK pour quitter les lieux avant les 3 mois, alors l'état des lieux, en fait, l'état des lieux de sortie fera foi. Donc, uniquement l'état des lieux de sortie suffit, tu pourras relouer directement derrière. Maintenant, si tu reloues avant la fin du préavis, tu dois bien sûr rembourser au prorata le mois en cours, c'est-à-dire que ton locataire a payé pour un mois entier et tu le fais sortir le 10 du mois, tu devras lui rembourser le prorata. Tu ne devras pas également ne pas encaisser les loyers de ta locataire actuelle plus les loyers du futur locataire, parce que tu ne peux pas percevoir de loyer en double pour le même logement, ça paraît logique. Que dire d'autre? Je pense que j'ai bien répondu. Oui, tu peux si ton locataire est OK pour partir. Non, tu peux pas si ton locataire a besoin de rester dans les lieux. Tout simplement. Et dernière question, cette dernière question, je l'ai trouvée plutôt sympa. Euh, c'est une question plutôt marrante. Tu en penses quoi du Monopoly? Eh ben écoute, qu'est-ce que je peux te répondre? Déjà, franchement, j'adore. Moi, le Monopoly, j'adore. Je pourrais y jouer, franchement, tout le temps. Par contre, je suis assez mauvais joueur. Donc, si tu joues contre moi, je suis là pour gagner. Et si, genre, parce que dans le Monopoly, il y a quand même cette part de chance, tu vois. Si je fais des dés de merde à chaque fois, je vais. Je suis très mauvais joueur. Mais par contre, voilà, si c'est juste, j'arrive à m'en sortir. J'adore ce jeu. Moi, franchement, c'est un jeu que je jouerai
avec mes enfants parce que ça t'explique quand même, en dehors de l'aspect jeu, je trouve que c'est un jeu qui explique vraiment quand même assez bien le cheminement pour faire de grandes choses. Tu commences avec, je ne sais plus c'est combien, c'est 200 ou 2000, 200 dollars. Non, tu commences avec 2000. Putain, j'ai un doute. Voilà, ça c'est une occasion pour aller rejouer au Monopoly, tu vois. Mais voilà, tu commences avec pas grand-chose et au fur et à mesure, à force d'acheter, tu touches des loyers qui te permettent d'acheter autre chose et ainsi de suite. Franchement, moi c'est un jeu vraiment que je recommande, c'est un jeu que j'adore jouer et je trouve que c'est un jeu qui explique bien un peu ce cheminement. Donc franchement, moi je recommande plus plus, hein. N'hésitez pas les amis, achetez-vous le Deluxe Edition et puis vous m'invitez quand vous voulez pour faire une partie de Monopoly. Et par contre, alors moi j'ai toujours joué au Monopoly, le Monopoly classique, mais j'ai vu qu'ils ont sorti énormément de versions alternatives. Et franchement, il y a bien le Monopoly tricheur qui me tente très bien, hein. Faudrait que je vois, faudrait que je vois pour le tester, pour voir qu'est-ce que ça donne. Parce que les gars qui surveillent la banque, on vous connaît les gars. Bon les amis, il serait peut-être temps de passer au sujet du jour. Sujet du jour aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre. Ça fait quelques épisodes que je n'ai pas parlé de livre. Et je vais vous parler d'un livre qui est vraiment plutôt sympa. C'est l'autobiographie de Phil Knight. Le livre c'est L'art de la victoire. Alors c'est un livre vraiment qui va vous redonner un peu de la confiance en vous. Si par exemple vous êtes un peu effrayé par l'inconnu, euh, ou vous pensez que vous n'avez pas la carrure pour ceci ou pour cela, moi franchement c'est un... Si vous vous reconnaissez juste dans ces descriptions, un conseil, allez acheter ce livre, lisez ce livre, franchement c'est de l'or en barre. Phil Knight, c'est le fondateur de Nike, et en fait dans cette autobiographie, la genèse du livre, c'est que rien n'est impossible quand vous êtes déterminé. On peut en tirer plusieurs leçons, ces leçons je vous les dirai à la fin de l'épisode, mais on va retracer, je vais vous faire un résumé vraiment global de ce livre. Le livre commence dans les années 1962 quand Phil Knight part courir et il pense à plein de choses. Je pense que tout le monde, hein, vous y compris, avait déjà pensé. Il court et puis il pense à la réussite. Il se dit qu'il a envie de réussir dans la vie, mais sans réellement savoir ce que veut dire la réussite. C'est quoi la réussite concrètement? Est-ce que c'est avoir de l'argent? Est-ce que c'est vivre avec une femme, avoir des enfants, etc. Mais lui, tout cela, ça ne l'intéressait pas vraiment. Il voulait quelque chose de plus grand. Il voulait une vie qui ait un sens et surtout une vie différente. Phil Knight a toujours voulu devenir athlète. Il était bon, certes, mais pas assez pour être le meilleur de sa région. Enfin, pour être meilleur au-delà de sa région plutôt. Mais c'est grâce à l'amour du sport qu'il a eu une idée folle. L'idée, on va en venir juste après. En fait, il est diplômé de Stanford et en étudiant des sujets à Stanford, il a eu vent que des appareils photo japonais ont ringardisé les appareils photo allemands, parce qu'à l'époque, les appareils photo allemands, c'était les meilleurs du monde. Et ces appareils photo japonais sont arrivés sur le marché et ils ont franchement défoncé la concurrence allemande. Et en fait, durant sa scolarité à Stanford, il a dû présenter un travail, une sorte de petite thèse, et il s'est inspiré un peu de cette idée que les appareils photo japonais avaient ringardisé les appareils photo allemands. Et il s'est inspiré de ça et il a soutenu que des chaussures de course japonaises pourraient venir concurrencer Adidas, qui était le leader du marché à l'époque. À partir de là, en fait, il a eu, soit dit en passant, il a eu une très bonne note, il avait eu un A pour sa présentation. Et à partir de là, l'idée a mûri dans sa tête jusqu'à prendre son courage à deux mains et prendre son billet direction le Japon pour rencontrer un producteur de chaussures, une entreprise, une manufacture qui produit des chaussures. Il a appris son speech sur le bout des doigts et malgré sa timidité, parce que Phil Knight est un peu timide de base, et malgré sa timidité et son stress, il a quand même réussi à convaincre les Japonais de l'entreprise Onitsuka. C'est à partir de là que l'entreprise Blue Ribbon est née, Blue Ribbon qui est l'ancêtre de Nike. De retour chez ses parents, et dans l'attente de recevoir ses 12 premières paires commandées, il décide de se former à la comptabilité pour subvenir à ses besoins, parce que à l'époque, il n'a pas d'argent. Il
il a rien, il a quand même besoin de vivre. Il vit chez ses parents, mais voilà, il a quand même besoin de vivre. Donc il se forme à la comptabilité, il décroche un travail dans une boîte de comptabilité, et entre-temps, il va recevoir ses premières paires, et c'est avec ses 12 premières paires, il décide de retourner voir son coach de l'époque. Cette personne qui lui avait donné envie, qui lui avait donné plutôt goût au sport, qui lui avait donné goût à l'athlétisme, et son coach lui prend ses paires et les juge de très bonne qualité. C'est le début de l'aventure, mais c'est surtout aussi le début des obstacles. Donc, à partir de là, il commence à avoir énormément de problèmes parce qu'en gros, il nous explique que durant les 10 premières années, il a dû faire face à de l'endettement à n'en plus finir. Il a dû faire face à la réticence de son père qui était le principal investisseur. Et il faut aussi se rappeler, c'est qu'on est dans les années 60. Dans les années 60, c'est pas du tout la même atmosphère euh, que lors d'aujourd'hui. C'est-à-dire que pour aller trouver des entreprises au Japon, il n'y a pas tout ce truc de dropshipping qu'on connaît tous actuellement, mais on est dans les années 60, on sort d'une guerre avec Hiroshima, Nagasaki, les Japonais qui ont bombardé Pearl Harbor, etc., etc. Donc c'est pas un tourisme qui est hyper développé, c'est pas commun de venir faire commerce euh, des États-Unis pour le Japon et le Japon pour les États-Unis, etc., etc. Donc en trame de fond, faut mettre toute cette ambiance un peu bizarre, ok? Et c'est le début des problèmes parce qu'en gros, il a des problèmes financiers, il est constamment endetté, mais pourtant il continue de croire en son entreprise. Et je vous rappelle qu'il continue de bosser aussi en tant que comptable pour subvenir à ses besoins. Et entre-temps, bah, son fournisseur historique ne lui répond plus à la demande de la qualité qui est exigée par Phil Knight. Il accumule les mauvaises livraisons, etc., etc. Et cetera. Et à cause de cela, il a dû demander un prêt généreux à ses proches et il s'en sort sur le fil. Je fais aussi une petite aparté par rapport au secteur bancaire, mais pour sauver une entreprise, pour développer, pour sortir de son endettement, il a deux choix. Soit ouvrir son entreprise à des investisseurs, quitte à perdre le contrôle de son entreprise. La deuxième solution, c'est de faire des emprunts bancaires. Le problème, c'est que faire des emprunts bancaires, à cette époque, les banques sont assez réticentes. C'est-à-dire que à cette époque, une banque ne veut pas prendre de risques. Elle ne va pas prendre de risques et de plus, les prêts, ils sont assez plafonnés à un certain montant. On ne peut pas décrocher des millions, des milliards. Donc c'est compliqué dans les deux sens. Donc Flick Knight va traîner une sorte de boulet pendant quelques années. Et entre-temps, il y a également des problèmes de fournisseurs qui ne répondent plus à sa qualité, à la qualité exigée, etc., etc. Donc pour s'en sortir, il a demandé un prêt généreux à ses proches et il s'en sort sur le fil. C'est alors qu'il va décider de quitter son fournisseur historique pour aller vers un nouveau fournisseur. Je vous rappelle qu'on est dans les années début 70, donc il y a déjà quand même 10 ans d'ancienneté de boîte, mais l'idéal imaginé par Phil Knight est encore très loin. Il est encore très loin du rêve de Phil Knight. On va faire un petit point sur la virgule et le nom, parce que c'est dans les années 70 que tout se décante. Il faut savoir que Phil Knight, pour concurrencer les marques qui sont présentes, il faut savoir que les marques dans les années 70, ce sont Adidas, ce sont Puma. Il se dit, moi j'ai besoin de créer une marque, un nom qui sonne et qui donne envie. C'est-à-dire que à partir de là, il va embaucher une dessinatrice. Cette dessinatrice, c'est pas quelqu'un qui a connu on va dire le succès. C'est une dessinatrice un peu lambda entre guillemets, sans vouloir être péjoratif. Et selon l'idée, l'image de marque que Phil Knight souhaite, cette dessinatrice va nous dessiner la virgule. À la base, la virgule est censée représenter la trace qu'un coureur laisserait sur son passage. Maintenant, pour le nom, Phil Knight décide de faire un gros brainstorming avec ses collaborateurs, avec son équipe, et il y a plusieurs noms qui sortent, Falcon, Condor, etc., etc. Il faut savoir que le nom Condor est à deux doigts d'être choisi, mais le hasard fait bien les choses puisque Phil Knight reçoit un appel d'un autre collaborateur qui n'est pas dans ce brainstorming. Et ce collaborateur lui dit, écoute, Phil,
j'ai fait un rêve et dans mon rêve, j'ai vu les lettres Nike. Et à partir de là, ni une ni deux, ça fait écho chez Phil Knight, puisque Phil avait fait un voyage à Athènes quelques années auparavant, et Nike, ce qui fait Nike, ça donne victoire en grec, et donc il a choisi directement ce nom, il a laissé Condor dans l'armoire et a choisi Nike, qui en bon français, disons Nike. Donc la marque et le logo sont choisis, pourtant les chaussures galèrent toujours à se vendre. Phil souhaite miser sur l'innovation, il va travailler avec des ingénieurs en quête de nouveautés, mais les prototypes sortis par son nouveau fournisseur sont vraiment de médiocre qualité et il va choisir de nouveau changer de fournisseur. Et c'est à partir de là jackpot, puisque en 1972, soit 10 ans après son idée de départ, les ventes de Nike décollent enfin. Avec le succès de ses ventes, Phil Knight se dit que ses chaussures ne sont pas simplement des produits commerciaux, mais sont vraiment l'image d'un symbole, une idéologie. Il va à partir de là développer un autre aspect de Nike, c'est le sponsoring. Il faut savoir que le sponsoring a été créé par Nike, ça n'existait pas avant. Il va sponsoriser les meilleurs athlètes et comme ça, il tient à partir de là un argument de vente indéniable. Nike, porter du Nike, c'est être imbattable. Just do it. Voilà grosso modo l'histoire, alors vraiment de manière grossière, hein. Je vous invite à lire ce livre. Mais c'était l'histoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Donc on voit bien quand même que c'est une personne qui a vraiment tenu bon, qui a travaillé de manière acharnée, qui a toujours cru en son projet, etc. Et à la lecture de ce livre, moi j'ai retenu quand même 5 points clés, 5 points que je vais vous donner. Si jamais vous ne souhaitez pas le lire, c'est un résumé assez pareil, grossier du livre, mais il y a quand même 5 points clés. Alors le premier point, c'est que l'obstacle, ou les obstacles, c'est le chemin. Là, ça me fait un petit écho avec une musique d'Orelsan. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est exactement ça. Phil Knight a fait preuve d'une détermination sans faille. Le point qu'on peut retenir, c'est faites ce que vous voulez avec passion et vous passerez les épreuves. Il a eu énormément, il a été à de nombreuses reprises sur le fil de fermer son entreprise. Il a quand même tenu bon, il a cru en son projet, il a su convaincre les bonnes personnes de le suivre dans son projet et on connaît maintenant la réussite de Nike. Deuxième point, c'est de travailler avec les bonnes personnes. Phil Knight s'est entouré de personnes qui croyaient en son projet. Il a toujours été et resté fidèle aux personnes qui avaient la même idéologie que lui. Et vous devez aussi être serein avec votre équipe. Vous devez avoir confiance en votre équipe. Si vous travaillez avec des personnes que vous ne faites pas confiance, à qui vous ne faites pas confiance, ça va être très dur d'avancer dans le futur. Si vous devez toujours passer et repasser derrière les gens parce que vous n'avez pas confiance, si vous avez, prenons, prenons en rapport avec l'immobilier, mais si vous avez une équipe d'artisans et tu sais que tu n'as pas confiance en ton mec et que tu dois tous les jours passer sur le chantier pour voir ce qu'il fait parce que tu lui fais pas confiance, il va faire de la merde ou il va faire n'importe quoi ou il va pas venir, etc., etc., tu vas pas pouvoir avancer, clairement. Donc vous devez travailler avec les bonnes personnes. Troisième point, c'est d'utiliser votre créativité pour vous améliorer. Avant que Nike existe, la course à pied, ça ne devait pas être quelque chose de très plaisant. Et il faut savoir que c'est vraiment Nike qui a créé la plupart des semelles que nous connaissons tous. Les semelles qui équipent maintenant les paires de running, mais pas que. C'est grâce à Nike. C'est aussi eux qui ont créé le concept de sponsoring. C'est quelque chose qui n'existait absolument pas avant. Et tout ça, c'est sorti de l'esprit de Phil Knight. Donc ça n'existait pas avant, c'est quelque chose qu'il a pensé dans sa tête et qu'il a fait émerger dans la vraie vie. Et vous aussi, utilisez votre créativité pour créer, pour vous améliorer, pour
rendre les choses beaucoup plus simples au jour le jour. Le quatrième point, c'est une obsession pour la victoire, l'envie de prouver que vous n'êtes pas un raté, l'envie de prouver pour Phil Knight, l'envie de prouver à son père que il a eu raison d'investir en lui. Et à travers ce livre, également, Phil Knight nous montre quand même que c'est cette rage de vaincre qui lui a permis de réussir à écraser Adidas. Adidas, qui, je vous rappelle, dans les années 60, c'était les leaders mondiaux. C'est dans les articles de sport, il n'y avait pas photo. Ils étaient là, c'était le leader. Ensuite, il y avait Puma, et basta. Après, c'était que des petites marques. Le mec, à partir de rien, avec sa rage de vaincre, il a réussi à écraser Adidas. Il a créé des produits avec succès pour des millions de personnes. Il a facilité, il a fait donner, il a donné envie aux gens de courir. Il a équipé les meilleurs athlètes. Il a équipé à partir de rien, juste avec sa rage de vaincre. Il a réussi, tout simplement. Et le dernier point qu'on peut voir dans son livre, c'est que Phil Knight n'a pas créé qu'un produit, n'a pas créé que des baskets. Il a créé vraiment une idéologie. Il a créé quelque chose, un groupe d'appartenance. Quand je vous dis Harley Davidson, ça vous symbolise la liberté. Quand je vous dis Apple, ça prône le fait de penser différemment, selon les fondateurs. Mais Nike, lui, véhicule la hargne, le fait de ne rien lâcher jusqu'à la victoire. Et ces trois marques que je viens de vous citer, ils n'ont pas créé que des produits. Ils ont vraiment créé, ils ont développé quelque chose derrière. C'est-à-dire que ce sont devenus vraiment des moyens d'expression, des outils d'appartenance. Quand tu roules en Harley, tu symbolises un peu cette liberté, tu symbolises un peu que tu es un peu hors système. Quand tu utilises des produits Apple, tu symbolises un peu cette manière de penser, de réfléchir de manière différente. Et quand tu portes du Nike, tu symbolises un peu cette envie de victoire, cette hargne, cette envie de gagner. Quand tu portes du Nike, tu es là pour tout arracher. Tu es là pour gagner, pour être le premier. Et je dirais pour vraiment conclure, Nike symbolise un peu la victoire. Un petit venu de rien qui s'est créé une place, qui a écrasé le géant Adidas et qui est le leader actuel mondial des articles de sport, et etc. Voilà. Voilà les amis, c'était un résumé un peu global du film. Alors je sais pas s'il y a un film qui a été sorti, mais si jamais, tenez-moi informé, j'ai pas fait de recherche. Mais c'était le résumé du livre L'art de la victoire de Phil Knight. C'est une autobiographie. C'est un livre que j'ai vraiment bien apprécié. Et si vous avez l'occasion de le lire, je vous le recommande chaudement. Voilà les amis, c'était l'épisode du jour. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir le podcast. Un petit commentaire, un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, sur toutes les plateformes où vous pouvez noter. Par la même occasion, les amis, j'ai fait référencer ce podcast sur Amazon Podcast ou Amazon Music. Je connaissais même pas. En fait, j'ai eu une invitation d'Amazon pour mettre mon podcast dessus. Ce que j'ai fait, donc il est disponible sur la plateforme d'écoute d'Amazon. Alors par contre, j'espère que l'interface d'Amazon Music ou Amazon Podcast, j'espère qu'elle est bien parce que franchement, celle d'Amazon Prime, je la trouve vraiment horrible. Je sais pas pour vous, hein, en tout cas moi je la trouve horrible. Bref, les amis, je vous retiens pas plus. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Ciao ciao ciao.